Sur l'Afrique d'une seule voix, Bon Matin Diaspora, présenté par Eugénie Bieki. Bonjour à tous, Bon Matin Diaspora, c'est l'Afrique d'une seule voix. Et maintenant, je vous invite à écouter le journal des diasporas africaines dans son intégralité. L'invité d'aujourd'hui, Carlos Martins Bilongo, député de l'opposition en France, membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Un beau parcours que celui de ce jeune franco-congolais de 30 ans qui a organisé vendredi dernier à l'Assemblée nationale française un colloque qui avait pour thème Brazzaville, capitale de la France libre. Monsieur Carlos Martins Bilongo, merci de m'accueillir au sein de l'Assemblée nationale française. Que retenir de cette conférence? Il y a eu de nombreux échanges. Je retiens déjà que la salle fut pleine. Les gens étaient à l'heure? Les gens étaient à l'heure. J'ai pas voulu mentionner parce que c'est quelque chose de normal. Oui. Donc c'est bien. Le français est en retard. Le français, quand il y a une réunion à 15h, il arrive à 15h05, 15h10. Oui. Et là, les invités ont rempli la salle. On était 170 personnes. Un vendredi soir, par réunion de travail. Oui. C'est vraiment honorable et c'est la chose que je retiens et les échanges ont été très riches. Oui. Alors, oui, c'est vrai quand même que si les gens sont venus, c'est parce c'est fondamental ce dont on a parlé aujourd'hui. Il s'agit de remettre Brazzaville, capitale de la France libre, au centre de l'actualité, en fait, de votre, j'ai envie de dire de votre actualité à vous. Il est question de remettre sur le devant de la scène l'histoire de la France, l'histoire du général de Gaulle. Alors on parle beaucoup de l'appel de Londres, mais on oublie en fait que si la France est libre aujourd'hui, c'est parce que Brazzaville a été capitale de la France libre et c'est parce que le général de Gaulle est parti à Brazzaville pour trouver du renfort. Exactement. Trouver du renfort, s'organiser. On n'en parle pas aussi de Félix Éboué, oui, qui était général au Tchad. Et c'est là, ça a amorcé la riposte. Oui. Et je pense qu'on a un moment charnière de l'histoire où il y a une grosse poussée d'extrême droite en Europe. Ça nous renvoie à ces années-là, où la France était occupée. Où il y avait l'Allemagne nazie, qui a occupé la France, et où les Français collaboraient avec le régime de Vichy. Oui. Sans Brazzaville, capitale de la France libre, il n'y a pas de Jean Moulin, il n'y a pas de Révolution française, il n'y a pas la riposte et l'appel de Londres. Alors, pour ceux qui voudraient mieux comprendre de quoi il s'agit, est-ce que vous pourriez nous expliquer le contexte? C'est-à-dire s'il fallait expliquer cette histoire à un enfant français, puisqu'en fait l'enjeu c'est aussi d'apprendre cette histoire aux Français, quel qu'il soit, comment vous leur expliqueriez ça? C'est que en 1939, la France est prise d'assaut, c'est la Seconde Guerre mondiale. Il y a une partie des Français qui acceptent et qui sont dans une forme de collaboration. Il y a une rencontre entre Hitler et le général Pétain, et il y a une nouvelle capitale pour la France qui est Vichy. On appelle la France le régime de Vichy. Et à ce moment-là, il y a des Français qui veulent riposter, qui veulent se battre, mais qui n'ont pas l'espace nécessaire pour pouvoir le faire depuis le territoire français. Parce que la France est envahie par les Allemands nazis. Au départ, ils veulent être en Afrique du Nord. Mais pareil, ils sont repoussés par les nazis. Et c'est depuis Brazzaville que le général de Gaulle a pu organiser la riposte. C'est comme ça que j'expliquerai à un enfant. Alors, comment la riposte s'organise? On a entendu parler de 16 000 hommes, donc 16 000 tirailleurs africains qui viennent du Gabon, de l'Oubangui-Chari, du Tchad, du Congo-Brazzaville, bien sûr, du Congo-Kinshasa aussi. De tout le bassin. De voilà. tout le bassin 16 000 hommes qui sont envoyés en fait sur le champ de guerre. C'est ça. Mais d'abord, il y a eu une organisation. Il faut savoir que depuis à Brazzaville, moi j'ai une amie qui travaille au groupe parlementaire de la France Insoumise, qui a vécu pendant 2 ans, parce qu'elle travaille à l'ambassade de Brazzaville, et elle a des archives où on a même la femme de Gaulle qui rédigeait, qui préparait une cartographie pour se préparer à la riposte, etc. C'est vraiment tout ce qui a été, vraiment c'est ce qui s'est passé en fait. L'administration française qui s'est déplacée à Brazzaville, l'organisation, et ensuite l'envoi des hommes.
Oui. Mais c'est cette organisation, cette paix que l'Afrique lui a offert pour pouvoir s'organiser. C'est surtout ça. L'accueil. Vous êtes en difficulté et que vous pouvez décréter que vous avez capté de la France libre. C'est parce que tout était fait de façon optimale pour pouvoir ensuite s'organiser et l'histoire nous donne raison. Et amener à la victoire. Et l'histoire donne raison. Bonjour, Christian Lévry, conseiller artistique, merchandiser, voire manager, qui a sillonné depuis plus de 20 ans les salles de spectacle les plus mythiques du monde. Du Stade de France au Palais de la Culture d'Abidjan, aux côtés de Michael Jackson, Céline Dion, les Rolling Stones, Madonna, Johnny Hallyday, Neway et j'en passe. Votre émission Stylizing vous fera voyager tous les jours, du lundi au vendredi, de 12h à 13h dans les coulisses du showbiz, avec des invités illustres. L'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui vous montre le pourquoi du comment du Star System. Savez-vous que le développement d'une Afrique solide et prospère passera systématiquement par la valorisation et la promotion de l'expertise de la diaspora pour la préservation de la bonne gouvernance? Salut, je suis Pablo Giscard Guissamba. Retrouvez-moi tous les lundis entre 17h et 18h heure de Paris pour un entretien exclusif avec un Africain qui se démarque. Ça sera dans le cadre de votre émission Bonne Gouvernance. L'Afrique d'une seule voix, enfin, une radio qui place l'expertise africaine au cœur du développement. Dans le cadre de votre émission Bonne Gouvernance. L'Afrique d'une seule voix, enfin, une radio qui place l'expertise africaine au cœur du développement. On a eu l'occasion de regarder un documentaire réalisé par Brice Mankou, qui travaille également avec vous sur ce projet. Un documentaire où on a vu le maire de Verquin, Thierry Tassé, eh bien, inaugurer une stèle à la mémoire des soldats africains morts pour la France. Comment expliquer qu'il y ait des Français qui sont conscients justement du rôle de Brazzaville, de la place de l'Afrique dans le processus de libération de la France? Certains ont conscience de cela, et la majorité des Français, en tout cas ceux qui sont au pouvoir, à quelque niveau que ce soit, ils sont amnésiques par rapport à cette histoire. Non, je pense que c'est des gens intelligents, ils en ont conscience. Mais à l'instant T, ils n'y prêtent pas une importance particulière. Et ensuite, dans la population, il y en a qui ne sont pas au courant. C'est un autre état de fait. Oui. Mais vous savez, la France est un peuple de lumière. Dès lors où il y a l'information, et je pense que ça doit être largement diffusé, vous verrez qu'il y aura une adhésion incroyable. Et que moi, Français, aujourd'hui, j'ai envie de me saisir de cette affaire. Parce que c'est un fait important de l'histoire. Et ça va avoir une place centrale sur la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, encore une fois, avec l'instabilité pour les Français ressortissants qui sont en Afrique, on voit la situation au Mali, avec ce qui s'est passé au Sahel. Je pense que regarder derrière, discuter avec les homologues africains sur leurs attentes, ce qui s'est passé au passé, dans le sens où ce fait marquant qui lie à jamais De Gaulle et l'Afrique mérite quand même une cérémonie dans le calendrier français. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Monsieur Brice Mankou a dit que il fallait qu'on vous accompagne, qu'on vous aide à créer un texte de loi pour que l'Assemblée nationale déclare que il faut reconnaître à Brazzaville d'avoir été la capitale de la France libre. Qu'attendiez-vous des participants aujourd'hui? Une première rencontre, parce que j'ai pas eu le temps de rencontrer les différents homologues. Je suis président du groupe d'amitié France-Congo-RDC, je suis vice-président du groupe d'amitié France-Congo-Brazzaville. Et il fallait d'abord, avant de faire ces propositions de loi, discuter déjà avec. Les gens ont pris des photos, ont échangé, et aujourd'hui c'est un système de lobbying. Les gens vont être les premiers ambassadeurs de cette proposition. Ils vont dire, on a rencontré des députés, on a été à l'Assemblée, dans l'institution de l'Assemblée. Et je pense qu'ils se sont rendus compte en venant ici. Et ça arrive à un moment où
j'ai subi différentes attaques. Oui. Ce projet-là, je le travaille depuis le mois de septembre. Je n'avais pas encore subi d'attaque. J'ai été attaqué le 3 novembre. On va y revenir. Et depuis, je constate que beaucoup de gens prennent conscience des choses. Ils disent, il y a un député français qui est à l'Assemblée nationale, qui nous ressemble, qui est jeune. Nous devons l'aider, même s'il ne tombe pas de sa circonscription, mais dans sa volonté politique, il y a un projet. Vous savez, vous pouvez avoir des personnes qui sont racisées, qui sont dans la majorité présidentielle. Ils n'ont pas les mêmes idées que moi. Et moi, je pense que les gens que j'ai réunis ce soir, les gens qui me suivent et m'encouragent, c'est parce qu'ils ont la même vision politique. Et c'est ce que je leur demande à chaque fois. Voici mes principes. Voici ce qui me guide. Voici mon programme. Vous avez le droit d'y adhérer. Vous avez le droit de ne pas y adhérer. Alors, Carlos Martins Bilongo, quand vous avez fait votre discours d'ouverture, discours de bienvenue et d'accueil républicain, on a ressenti l'enfant bantou, en fait, qui accueille ses aînés au sein de cette institution. Quand même, c'est assez symbolique. Les gens étaient contents, en fait. Ils sont fiers de vous, de votre parcours. Enfin, on a un député jeune, brillant, qui est français, mais qui reconnaît quand même d'où il vient, qui sait d'où il vient. Est-ce que vous répondez à ça? Moi, je pense qu'il faut le faire. Je suis heureux qu'ils aient eu ce ressenti et qu'il faut le faire par les actes. Vous savez, les gens parfois vous demandent, dis ça. Il faut faire des actes. C'est ça qu'on retient. Et c'est le plus important. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, quand je rentre le soir, je me regarde dans le miroir, je me dis, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ça se limite à la parole ou à des actions. Et aujourd'hui, on a mis une pièce. Et je pense que c'est une première pièce qui fera jurisprudence pour différents pays. En Asie, en Amérique du Sud, on en reparlera. Moi, j'ai déjà déposé une proposition de loi pour la restitution des crânes algériens qui sont conservés au musée de l'homme à Paris. J'ai toujours aimé l'histoire à l'école. Mais, dans l'histoire que j'aime aussi 2022, j'ai 30 ans, et je vois que les choses évoluent. Et pour moi, par exemple, on ne doit plus avoir dans un musée en France des crânes décapités qui appartiennent à l'Algérie. Je ne verrai pas, moi, avec ma fille ou mon garçon, aller au musée et me dire dans telle pièce du musée, il y a des crânes qui sont décapités qui viennent du 19e siècle. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix, le journal des diasporas africaines. C'est le lieu de parler de votre diasporité, comme le fait aujourd'hui mon invité Carlos Martins Bilongo, député de l'opposition en France, membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Vendredi dernier, il a organisé un colloque qui avait pour thème Brazzaville, capitale de la France libre. Nous l'écoutons. L'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui parle de santé mentale chez nous. Je suis Yann Sopni, chercheur et spécialiste en santé mentale dans les communautés africaines. Retrouvez-moi tous les lundis matins de 6h à 10h heure française avec Eugénie Dieki pour des solutions pratiques à nos enjeux actuels. Conseils de famille, des mots qui font du bien. Je vous ai découvert à la télévision, comme beaucoup de Français, lorsque un confrère à vous, pendant que vous défendiez la cause des migrants, a dit retourne en Afrique ou retournez en Afrique. Est-ce que ça s'adressait à vous ou bien comment ça s'est passé? Expliquez-nous le contexte. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Pardon? Mais... Non, mais c'est pas possible. Non, mais... Attendez, mes chers collègues. Non, mais qui... Voilà.
Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Bon, on est dans un contexte où ça fait 3-4 jours que je parle avec le plaidoyer du SOS Méditerranée. On échangeait par mail par rapport à la situation du fait qu'ils étaient depuis 11 jours en mer et qu'il leur fallait avoir un port sûr et que le droit de la mer, le droit maritime, le décrète. Mais aucun des ports par lesquels ils passent ne répondent à l'appel. Et plus les jours passent, plus les maladies s'accumulent dans le bateau. Plus les jours passent, plus le risque de mort s'accumule dans le bateau. En sachant que le droit de la mer est bafoué, je me dis non, je vais me saisir de la question et je vais interpeller le gouvernement. J'ai les retours de la ministre de l'Italie, la ministre qui vient d'être élue, qui dit qu'elle ne veut plus accueillir de migrants. Donc je me dis, il y a une question où je vais poser la question, comment on va faire la France pour collaborer avec l'Italie dans ces conditions? Je pose la question, vous savez, quand on est à l'Assemblée nationale, vous êtes à la télé, vous entendez uniquement la parole qui est au micro. Mais les invectives avaient déjà commencé depuis le départ. Et c'est le moment où je fais un blanc dans mon allocution. Alors faire un blanc pour ceux qui font de la radio, c'est quand vous ne parlez pas pendant un moment. C'est ça. Que les gens comprennent ça. Je reprends mon souffle, un petit blanc, bam, je reprends mon souffle. Et la phrase fuse, retourne en Afrique. Vous pouvez réécouter plusieurs fois. Il n'y a pas de kill, c'est vraiment retourne en Afrique. Bon, ça vous était adressé. C'est ça, parce que je vais vous le dire, hein, c'est pas les premiers échanges qu'il y a sur l'immigration. Différentes personnes évoquent l'immigration. Il y a eu un débat encore récemment sur l'immigration. Et si ce n'était pas raciste, ils auraient pu répéter encore cette phrase-là. Qui retourne en Afrique, les bateaux ou les migrants? Alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que ça se passe au sein de l'hémicycle. Oui, et il faut savoir que de l'Assemblée nationale. Les deux phrases sont racistes. Hein. Oui. Kill avec un S, kill sans S. Voilà, c'est raciste. Des personnes qui sont censées défendre les Français, nous défendre, ce sont eux aussi qui donnent pas le bon, ils ne donnent pas le bon exemple. Mais comment ce monsieur est arrivé là? Il a eu des élections, il a gagné malheureusement. De très peu. Il a gagné, c'était contre la NUPES, une candidate de la France Insoumise. Et en troisième position, il y avait une députée de la majorité présidentielle qui n'a pas pris position et qui a dit à ses électeurs de bonnet blanc et blanc bonnet. Et là, on voit que c'est pas le cas. Il faut vraiment que les gens se saisissent du suffrage universel pour élire des députés qui leur ressemblent. Dans les idées. J'ai jamais pris le temps de calculer le suffrage de monsieur de Fournas dans sa circonscription. Mais il faut absolument, si vous avez des idées humanistes, solidaires, sociales, contre la précarité, sur l'accueil des migrants, allez aux urnes. L'accueil des migrants, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a une crise climatique. Vous savez, dans le bateau, il y avait des gens qui venaient du Pakistan. Au Pakistan, qu'est-ce qu'il y a eu au mois d'août? Inondation. 3 millions de déplacés. J'ai pas dit 2 personnes, 3 millions de déplacés. Et changement climatique, c'est à cause de quoi? C'est à cause des émissions de gaz à effet de serre. Et qu'est-ce qui pollue le plus? L'Occident. Les centrales nucléaires, par exemple. Qui utilise le nucléaire? La France. Centrale à charbon. Qui utilise? L'Allemagne. Gaz de schiste. Les États-Unis. Vous voyez? Savez-vous que le développement d'une Afrique solide et prospère passera systématiquement par la valorisation et la promotion de l'expertise de la diaspora pour la préservation de la bonne gouvernance? Salut, je suis Pablo Giscard Guissamba. Retrouvez-moi tous les lundis entre 17h et 18h heure de Paris pour un entretien exclusif avec un Africain qui se démarque. Ça sera dans le cadre de votre émission Bonne Gouvernance. L'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui place l'expertise africaine au cœur du développement. Carlos Martins Bilongo est mon invité dans le journal des diasporas africaines aujourd'hui. Question qui peut paraître incongrue, mais je vous la pose quand même. Vous avez quitté votre pays d'origine, la RDC, par choix, nécessité ou accident? Moi, je suis né en France. Donc, j'aime bien la question. Quand elle est posée à des Afro-Français, c'est vrai que c'est déroutant. Non, c'est pas déroutant, mais moi, je suis né en France. Mes parents ont quitté, à l'époque, mon père a quitté en fin des années 70, parce qu'il voulait aller découvrir autre chose. C'était quelqu'un de courageux, cascadeur, comme ses amis aimaient bien l'appeler. Et il est venu en Europe, début des 80, il avait 21 ans, 22 ans. Et c'est là que vous êtes né?
Bah, je suis né quelques années après quand même. Oui. Moi, je suis né en 90, donc il avait déjà fait au moins une dizaine d'années en France. Donc la question suivante qui consiste à dire quelle a été votre première réaction quand vous êtes arrivé ici n'a pas de sens. Moi, la suite de la question ce serait quel a été votre premier voyage hors de la France, en tout cas en Afrique? J'ai été au Maroc, donc Afrique du Nord, et ensuite Afrique un peu australe. J'ai été au Sénégal. Vous n'avez jamais été au Congo-Kinshasa? Jamais. Et ça vous manque pas? Bah, je connais pas, donc ça me manque pas. D'accord. Mais j'ai une folle envie de découvrir. Mais les choses s'organisent avec. J'ai une maman qui a été malade du cancer très très tôt dans la vie, donc c'est assez compliqué de planifier des voyages et ça coûte cher aussi le billet d'avion. Oui. Nous, on est une famille précaire, donc c'est pas simple. J'avais 6 frères et sœurs, donc chacun. Mon père aussi aimait bien aller au Congo, donc il fallait s'organiser. On n'a pas eu le temps. Voilà, on n'a pas pu organiser ça. Moi, je sais que mon père, c'était son rêve de pouvoir m'amener avec lui au pays. On n'a pas pu s'organiser pour le faire et c'est dommage. Mais tous mes frères et sœurs ont déjà été et il manque que moi. Il faut que je m'organise. Je voulais y aller récemment depuis que je suis député, mais c'est encore plus compliqué avec le temps comme je suis député. Je voulais y aller incognito. On m'a dit c'est impossible que tu es député. Mais vraiment, j'avais vraiment envie d'y aller incognito, faire un petit séjour parce que moi j'aime beaucoup l'histoire. Découvrir les paysages, mais malheureusement c'est compliqué. Alors, comment vous êtes devenu député? Ça commence comment? Parce que vous êtes jeune là quand même, 30 ans. Qu'est-ce qui vous amène en politique? Il y a plus jeune, il y a des députés qui ont 21 ans, 22 ans. Donc pour moi l'âge ça veut rien dire. Depuis que j'ai 12 ans, je suis engagé dans le monde associatif et le monde plus ou moins politique. Ma mère en 2002, devant les résultats du premier tour entre Chirac et Jean-Marie Le Pen. Ma mère m'avait dit, Carlos, ça va être Jospin en deuxième tour et tout, tu vas voir. Et là, il était choqué. Oui. Elle me dit, Carlos, c'est très grave. L'onde de choc, Jean-Marie Le Pen, sa présence au second tour met la France à la une des journaux du monde entier. À gauche comme à droite, un front républicain est en train de se constituer. Les Verts, le PC, le PS, l'UDF et Démocratie Libérale appellent officiellement à voter pour Jacques Chirac. Vous en connaissez le résultat. Rappelons-le, en ce qui concerne les deux premiers, ils sont quasiment définitifs, ces scores. 19,88% des voix pour Jacques Chirac, 16,86% pour Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, dont la présence au second tour a pris tout le monde de court, il est maintenant au centre du jeu. Comité Le Pen, président, bonjour. Vous êtes heureuse? Vous allez l'avoir. Hein. Je dis, on va l'avoir. On va avoir nos ministères. Au téléphone, les messages prolongent la clameur qui a jailli hier à 20h, quand le QG de Saint-Cloud est devenu l'épicentre d'un tremblement de terre politique. Ça signifie que les Français ont compris. C'est le plus beau jour de ma vie. Pourquoi? C'est le début de la renaissance de la France. Ça fait 22 ans que je me bats pour mes idées. En arrivant une demi-heure plus tôt, Jean-Marie Le Pen se faisait confirmer les estimations. Jospin 16, d'accord. Ok, ça marche. Ce n'est que plus tard dans la soirée qu'il se présentera devant ses militants en liesse. Une longue nuit de fête commence au siège du Front National, le parti qui vient de faire exploser la vie politique française. Elle m'explique c'est quoi l'extrême droite, Le Pen, super méchant, avec son œil et tout. À sa façon, elle me dit, ce monsieur-là, lui, il veut virer tous les étrangers. Et je dis, mais comment il est arrivé là? C'est pas possible. Et vous aviez quel âge à cette époque-là? J'avais 12 ans. 12 ans? C'est pas possible. Et je vous dis, le lendemain, au collège, tout le monde parlait que de ça. Jean-Marie Le Pen, au deuxième tour, on va tous retourner en Afrique. C'était ça qu'on avait, on va tous repartir. Et vous aviez peur? Ouais, j'avais peur. Ma mère avait pas dit, mais ça va, tout va changer, ça va être très compliqué. Et on avait souvent, nous, la famille qui venait du pays, qui arrivait chez nous en France, qui fuit la misère, qui fuit différentes difficultés. Ma mère a dit, mais si c'est comme ça, ben, nous, on arrive en France, toutes tes oncles qui veulent venir, tes sœurs, mes tantes qui veulent venir, elles pourront plus avec Jean-Marie Le Pen. Et c'est là que ça commence, en fait.
C'est là que ça commence, je pense que c'est le premier signal. Après, j'ai toujours été délégué classe en toutes mes classes, que ce soit au collège, au lycée, délégué du lycée. Quand j'étais en études supérieures, j'étais délégué de ma classe et également délégué du bureau des étudiants. J'ai toujours été aussi dans mon associatif, dans mon quartier, investi et discuté avec les mamans, les papas, les plus jeunes, ceux de mon âge, les conscientiser sur la participation à la vie citoyenne, à la vie démocratique, à la solidarité, parce que je suis vraiment quelqu'un d'investi dans le monde humanitaire. L'aide alimentaire, pour moi, c'est important. L'aide en tout court de son voisin, l'approche, la solidarité. C'est mes premiers leitmotiv. C'est ce qui me motive vraiment tous les jours. Aider les gens. Et ensuite, au sein des associations, je me suis confronté des fois à des murs. Parce qu'on doit travailler avec des collectivités, on a besoin parfois de subventions. Et quand on vous répond que c'est pas dans le projet, on verra ça dans le prochain mandat. Moi, je sais qu'il y a une précarité. Et je dis, bon, on a besoin, monsieur le maire. Monsieur le maire, oui. On a besoin ici, monsieur le conseiller. On me dit, non, mais on verra pour le prochain mandat. Je me dis, mais cette famille-là, je veux pas répondre à cette famille. Je dis, non. Là, Gardo, je pense qu'il faut s'engager en politique. Comme ça, tu seras là au bureau, dans les conseils municipaux ou dans les assemblées pour dire, on a besoin de cet argent pour ces personnes-là. Carlos Martins Bilongo, vous êtes un jeune député. Cela fait 6 mois que vous l'êtes, député de la 8e circonscription du Val d'Oise, membre de la commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale pour le parti NUP. Expliquez-nous votre entrée fracassante à l'Assemblée nationale française. La France insoumise. En France, mais aussi en parti, Afrique. c'est la France insoumise. Oui. Ensuite, il y a eu l'union. Après le second tour des élections présidentielles, les partis de gauche ont pris conscience des choses. Il y a eu le second tour. Emmanuel Macron a été élu. Mais les différents partis ont dit c'est pas possible que Macron ait une majorité présidentielle à l'Assemblée. Donc, il y a eu des discussions et la France insoumise, qui a fait 22% présidentielle, a été leader de cette union. Tout à fait. Donc, pour l'année présidentielle, c'était la nouvelle union populaire. C'était l'union populaire pour l'année présidentielle. Et au moment des législatives, ça s'est appelé Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, qui fait NUP. Et j'étais candidat de la NUP dès le mois d'avril. Et la campagne a duré d'avril au premier tour, c'était le 10 juin. Et le 12 juin. Et le deuxième tour, c'était le 19 juin. Et il y a eu une belle campagne qui était difficile parce que j'étais contre un député sortant. Mais les électeurs ont compris le projet, ont adhéré et m'ont élu largement au deuxième tour. Et comment vous vous êtes senti quand vous avez été élu? J'ai reçu on comptait les voix, on n'était pas sûr, et à 20h40, une annonce très prématurée. Dans le moment, on a les résultats à 21h30. Et sur une commune, on fait 75%. Waouh! Du suffrage, c'est un score, parfois on dit ça, c'est un score stalinien. Un score soviétique. Oui. Et le maire de cette commune, il dit, avec ce score-là, M. Bilongo a gagné. Tout le monde arrête de compter à 20h40, c'était déjà plié. Et j'ai ressenti une émotion forte parce que je repense à mes parents qui sont décédés. Et je me suis dit, tout le travail qu'ils ont fait d'arriver en France et de voir le dernier des enfants de la famille. On est si et vous êtes le dernier, en plus. Devenir député. À l'époque où mes parents sont décédés, j'étais pas investi tant que ça en politique. Je ne sais même pas si j'aurais aimé voir, en fait, leur réaction à ce moment-là. Alors, est-ce que vous considérez que vous jouez un rôle important dans votre pays, la France, mais également pour votre pays d'origine? Je pense que je joue un rôle important pour la France, c'est certain, parce que je suis député français. Ensuite, pour les différents pays dont sont originaires différents Français, pas particulièrement pour le Congo. Et je pense qu'il est là le travail à faire, c'est faire comprendre et permettre aussi à différentes personnes, de différentes cultures, de différentes origines, de dire que je suis le député français qui aura l'oreille et l'écoute attentive aux solutions à apporter et aux collaborations à faire. Et bien entendu, j'ai une affinité particulière avec le Congo. Et toute sa région, parfois vous savez, on se met des clivages, mais dès l'heure où j'ai gagné, j'ai reçu des appels de toute l'Afrique centrale. Toute l'Afrique centrale. Oui, et même un peu plus haut vers l'ouest, parce que le lion Bilongo, il rayonne partout, c'est un nom bon tout, donc les gens, ils ne savent pas d'où vous venez. Vous êtes Togolais, vous êtes Béninois, vous savez, les Bilongo, c'est un nom même des villages qui appartient à plusieurs
plusieurs tribus. Donc c'est pour ça, faut pas avoir. Moi, je pense que le clivage avec un pays, c'est compliqué. Voilà, vraiment, faut quelqu'un de humaniste. Moi, c'est ça qui. C'est aussi compliqué de gérer cette notoriété. Pourquoi? Parce que on l'a dit dans cette conférence de vendredi dernier. Faut faire attention à ce que les gens n'oublient pas que vous êtes d'abord français et que vous devez défendre les intérêts des Français dans leur ensemble et pas d'une catégorie de Français. Exactement. Il faut défendre les intérêts de la France et des ressortissants français qui sont à l'étranger. Et aujourd'hui, on constate une instabilité politique dans beaucoup de pays et aussi un mouvement de détestation des Français. Les gens disent oui, on n'aime plus la France qui était notre pays. Vous le comprenez ça? Il y a un sentiment anti-français en Afrique. Il y a un sentiment anti-français oui, dans certains pays. Et moi, il faut avoir une attention particulière et vraiment vérifier ce qui se passe. Moi, je suis vraiment attentif à ça parce que la sécurité des Français m'importe beaucoup. Je suis en relation avec les différentes ambassades, je regarde. Je pense que dans certaines séquences, le président Macron a fait des erreurs. Lesquelles? Je peux pas les énoncer ici, ça va être la liste est non exhaustive, il va en manquer plein. Mais dans sa relation avec les différents pays. Moi, j'étais récemment en Algérie. Enfin, je suis passé après lui, il est passé au mois de septembre, il y était, ou en août. Je suis passé juste après lui, quelques semaines après lui, quelques semaines aussi après la première ministre Elisabeth Borne qui était également en Algérie. Mais c'est vrai qu'en Afrique du Nord, la posture, le discours d'Emmanuel Macron est différent avec d'autres pays de l'Afrique australe. Et moi, c'est les retours que j'ai. Vous savez, et les gens sont très critiques. Donc les gens des fois sont même très virulents envers moi. Ils viennent me voir, oui, monsieur Bilongo, député français, voilà, vous avez fait ça à la France, vous avez fait ça à la France, vous avez fait ça. Et moi, j'explique, je suis dans l'opposition. Et si vous reprenez, nous, le programme avec Jean-Luc Mélenchon, on est sur un rapport totalement différent. Oui, mais quand même, ce qu'on peut reprocher à la classe politique française dans son ensemble, c'est que on est dans les mêmes automatismes. Quand du côté présidentiel, pour le cas de Macron, on estime qu'il n'est pas sérieux, ben, l'opposition critique, c'est son rôle, invective. Mais est-ce que c'est pas contre-productif? Est-ce que ça n'agace pas les Français? D'ailleurs, si Macron a été élu, c'est parce que les Français étaient fatigués justement de ce jeu de ping-pong entre les différents partis, droite, gauche. Pas du tout, c'est deux visions politiques différentes. Emmanuel Macron, c'est une vision néo-capitaliste où l'humain n'a pas sa place et le profit et le marché sont leaders. C'est pas lui qui a créé le capitalisme. Mais c'est le fer de lance aujourd'hui. C'est le fer de lance. Et on ne peut pas lui reprocher parce que... Et les Français l'ont élu aussi pour ça. Il a été régi par ça. Il n'a pas été élu pour ça. Il n'a pas été élu pour ça. Il a été élu par quoi? Pourquoi alors? Il a été réélu à défaut. Il a été réélu à défaut. Vous savez, il a été réélu à défaut. Vous savez comment s'est orchestrée cette campagne électorale? Par quel épisode on est passé pour avoir un candidat comme Zemmour fabriqué par les médias? Pendant toute cette campagne, ils ont tapé sur la gauche pour dire que c'est pas possible la politique, pour que les gens soient dissuadés d'aller voter. Quand on voit ce qui s'est passé en 2019 avec les Gilets jaunes, on peut pas dire que ce président est aimé. Bonjour, je suis Badila, fondatrice de Kimani Mag, le premier magazine en ligne pour adolescentes afrodescendantes. Retrouvez-moi tous les vendredis de 17h à 18h heure de Paris dans ma bulle d'ado. Une émission qui donne la parole aux ados sur leur quotidien et qui interroge les adultes. Vous avez été ado, n'est-ce pas? Quel ado est chez vous? Et si c'était à refaire? Quels conseils donneriez-vous aux ados que je reçois tous les vendredis sur l'Afrique d'une seule voix? Enfin, une radio qui parle aux ados. Question tout aussi paradoxale dans la mesure où je m'adresse à un Français d'origine africaine qui ne connaît rien de son pays d'origine. Si vous deviez rentrer définitivement dans votre pays d'origine, qu'est-ce que vous ramèneriez avec vous? On va supposer. Mais je suis français. Oui, mais on va supposer. On va supposer que pour une raison ou pour une autre, vous devez rentrer au Congo-Kinshasa. Mais je pense même pas parce que là-bas, je serai accueilli en tant que Congo-Kinshasa. Vous serez accueilli en tant que Français. Mais c'est votre pays aussi quelque part. Non, moi quand je rencontre des homologues, des habitants du Congo, il faut comprendre que
Tu n'es pas congolais de Kinshasa. Tu es un Français. Est-ce que vous parlez la langue Lingala? Lingala. Oui, je parle. D'accord. Mais il faut savoir vraiment que le pays appartient aux Congolais. Oui. Il y a 100 millions d'habitants. On parle toujours de retour comme si c'était à défaut d'eux. Mais moi, je vois le pays du Congo comme un pays solution. Il y a énormément de richesses et de matières premières. Et beaucoup de Français d'origine, qui n'ont peut-être jamais été, ils disent, oui, moi, je veux retourner un jour. Moi, j'aime leur job, mais là-bas, il y a 100 millions d'habitants. Faut pas attendre que le pays se développe ou que les gens puissent profiter des matières premières, ou de dire que maintenant, dans les pays du Nord, en Europe, tellement on a pollué, centrales nucléaires, on n'a plus rien à faire. Il y a toute cette affaire maintenant en Afrique, et c'est intéressant d'habiter en Afrique parce qu'il y a la biodiversité et tout ce que vous voulez, de vouloir profiter ensuite de l'Afrique ou du Congo. D'abord, le Congo appartient d'abord aux Congolais. Et si ils ont envie de collaborer et d'accepter des Français comme nous, à eux d'accepter. Mais c'est à eux de nous accepter. Pour une collaboration, un partenariat d'égal à égal. Alors vous êtes très sensible à la souffrance humaine et on sait que au Congo-Kinshasa, depuis des années, dans l'est de ce pays, il y a des femmes, toujours et encore, qui sont victimes de violences sexuelles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le conflit, il y a 30 ans. Je ne me trompe pas. J'étais même pas encore né. J'espère que dans les 30 prochaines années, ce conflit ne sera pas encore existant. Je suis élu depuis 6 mois. Et j'ai rencontré l'ambassadrice du Congo RDC en France à ce sujet-là. J'ai rencontré aussi le responsable qui est à l'UNESCO, le secrétaire général de l'UNESCO pour la chambre du Congo RDC à ce sujet-là, pour comprendre et savoir comment je peux aider en tant que député français. Je vais évoquer cette question aux affaires étrangères pour qu'on puisse parler de la situation dans l'est du Congo. Parce qu'on parle aussi de la situation en Ukraine, on parle de ce qui se passe en Iran. Je pense que c'est important de discuter de ce qui se passe au Congo. Parce que c'est très grave, il y a des millions de morts. Des fois, je me dis, si on doit compter par nombre de morts, la situation est plus grave dans l'est du Congo que dans n'importe quelle région du monde. Et une attention particulière pour cette situation. Parce que quand on quantifie le nombre de morts, c'est un désastre. Un crime contre l'humanité. Oui. Est-ce que quand on est à votre place, qu'on est un homme politique, désormais, et qu'on vient vous parler de telle situation, est-ce que vous vous sentez, est-ce que le pouvoir que vous avez vous permet justement, vous donne la capacité de résoudre ces problèmes? C'est ça. Je suis pas ministre des Affaires étrangères. Je suis dans l'opposition, je dois me battre. Et il faut faire attention parce que j'ai des opposants politiques qui essayeront, je vais le dire avec justesse, de mettre des pots de banane au sol pour que je glisse. Oui. Et ils useront de tous les moyens. Peut-être qu'ils passeront même par le Congo, Kinshasa, parce que c'est là où il y a des affinités. Et ils vont se dire, si on le piège par rapport à ça, vu que c'est sa nation d'origine de ses parents, on peut l'avoir plus sensible là-dessus. Ouais. Donc il faut être très stratégique. Alors justement, c'est l'occasion de parler de l'ambiance au sein de l'Assemblée nationale. Comment ça se passe? Comment vous organisez vos journées? Ça se passe bien, c'est des grosses journées. On commence à 9h, on finit tous les jours à minuit, au minimum. Moi, actuellement, je suis en tournée, toute la France. J'ai fait Roubaix, j'ai fait Marseille. En l'espace de 15 jours, j'ai fait 11 dates. 11 dates. Comment va la France? Villiers-sur-Marne. La France va bien. Je vais à la rencontre des Français pour leur expliquer le programme politique, la lutte contre la vie chère de la France Insoumise NUPES. Et les gens sont réceptifs, sont très heureux de m'accueillir dans leur commune. Et ça fait aussi un pied de nez à l'extrême droite qui, souvent dans mes déplacements, me suit avec des différents militants qui viennent taguer ou qui essaient de rentrer dans les réunions. Ça s'est passé récemment? Ça s'est passé à Bordeaux. On a eu 30 personnes qui étaient là avec des battes de baseball, des matraques pour pouvoir rentrer dans la salle et tabasser les gens qui assistent à la réunion. Mais la réunion s'est tenue, la réunion est à son terme, il y avait 400 personnes. C'était une magnifique réunion publique, une magnifique conférence. Et c'est là qu'on gagne le combat d'idées. Et on voit qui sont les violents. Je suis Olivier Segaud, expert en management de l'innovation. Je reçois un chef d'entreprise qui nous parle de son parcours et partage avec nous
les clés de succès qui ont fait la réussite de son projet. Nous allons décortiquer ensemble son entreprise au regard des standards internationaux. Vous aussi, vous avez un projet d'entreprise. Venez partager avec ceux qui ont déjà réussi leur projet. C'est tous les mardis de 17h à 18h dans Itinéraire Business. L'Afrique d'une seule voix, enfin une radio qui parle de nos succès. Dernière question, quel est le message pour les diasporas dans le monde, les diasporas africaines dans le monde? Quel message pour votre pays d'origine? Quel message à la France? Quel message? Bah, vous savez comment on dit mon pays d'origine, vraiment le Congo, Kinshasa. Ça vous énerve un peu quand on vous demande ça? Ça m'énerve pas. On insiste chaque fois là-dessus. Non, ça m'énerve pas. Parce qu'en fait, c'est mon pays d'origine, j'en suis... En fait, je sais qu'il y a beaucoup de Français d'origine africaine qui sont souvent choqués qu'on leur rappelle chaque fois leur origine. Non, moi c'est pas ça. Moi j'ai l'impression aujourd'hui, je suis de l'origine de plein de pays. Franchement, je suis sollicité par différents pays et je mets la même énergie. Vous savez, je suis sollicité autant par le Pakistan que par la Côte d'Ivoire. Très bien. Et j'essaye de travailler avec justesse et équité. De ne pas contrebalancer. De ne pas être plus proche des problèmes liés en référence à votre pays d'origine. Vous devez être équitable. Et aujourd'hui, je mets beaucoup d'énergie sur la RDC, oui, à l'Est, parce que quand je quantifie en nombre de morts, c'est là-bas où il faut mettre l'accent. C'est là-bas où il y a 100 millions d'habitants. C'est là-bas où il y a la francophonie. Le pays francophone le plus peuplé, c'est le Congo RDC. Mis à part ça, mon pays d'origine, c'est pas par rapport à ça. C'est parce que je suis aussi président du groupe d'amitié. Ça aurait pu être un autre député. Et c'est pour ça que je donne mon énergie. Et maintenant, comme par hasard, aussi, c'est mon pays d'origine. Mais à la base, je suis président du groupe d'amitié. Donc, je fais tout pour que ça se passe bien pour le Congo RDC. Et il y a actuellement un conflit qui dénombre des millions de morts. Et c'est un pays où il y a 100 millions d'habitants qui parlent le français. Donc, en tant que député français, je me dois d'avoir une attention particulière pour le Congo RDC. Et ensuite, au dernier moment, c'est mon pays d'origine. Mais sinon, vraiment, c'est parce qu'il y a 100 millions d'habitants et c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un contexte de guerre à l'Est. Tout à fait. Et le message aux Français qui vous écoutent? Le message aux Français qui m'écoutent, qu'ils soient en France ou à l'étranger, ou qu'ils soient au Congo RDC, dans un grand pays qui a beaucoup de matières premières, bah, soyez sereins, qu'il y a des Français qui travaillent à ce que la France se relève au niveau international, à que la France rayonne de nouveau dans la francophonie, à que la France rayonne de nouveau en Afrique, et aux Français d'origine qui sont en France, participer aux jeux démocratiques, aux élections. Merci à vous de m'encourager, je reçois beaucoup d'encouragement, il faut le souligner, et c'est grâce à eux que je puise ma force, c'est grâce à eux que je progresse tous les jours. Tous les jours j'apprends, moi. Je suis quelqu'un de très d'humble, hein. Je suis enseignant en économie depuis 4 ans, mais j'apprends tous les jours. J'apprends de mes élèves, j'apprends des discussions avec les gens. J'aime discuter avec les gens et voilà. Et à ces jeunes Français d'origine africaine qui disent oh la France c'est un pays de merde, c'est pas un pays fait pour eux. Vous vous trompez. Si vos parents ont fait l'effort de venir ici et vous faire naître ici, je pense que c'est pour une raison. Ces petites phrases comme ça, en discussion, c'est pas l'hôpital public, l'école gratuite. Moi, sans l'hôpital public, je ne sais pas si ma mère aurait les moyens de me mettre au monde. Je suis le fruit de l'hôpital public. Je suis le fruit du service public, de l'école gratuite. C'est pour ça aujourd'hui que je le défends. Pour toutes ces classes populaires qui n'ont plus accès. Pour toutes ces classes populaires à qui on vient mettre un Parcoursup pour bloquer. Parce que les gens qui sont touchés, c'est souvent les Français d'origine qui sont bloqués à travers des Parcoursup, qui ne peuvent pas faire des études supérieures. Moi, je veux que les Français d'origine éclatent le plafond de verre. Moi, je veux qu'il y ait encore plus de députés d'origine. Et qu'il y ait un jour un président noir à la tête de la France, ça vous traverse un peu c'est pas parfois l'esprit? Vous savez, c'est pas exceptionnel finalement. Mais ça veut rien dire en fait, un président noir. Moi, juste quelqu'un, de par ses idées, j'aimerais un président humaniste qui remet l'humain au centre, en harmonie avec la nature et les animaux, sa biodiversité. C'est ça que j'ai besoin.
pas de la couleur de peau du président. Vous savez, demain, on peut avoir un président noir, chinois, arabe, tout ce que vous voulez, néo-capitaliste, pire que Emmanuel Macron. On dira quoi? Ah bah, comme Emmanuel Macron, c'est votre bête noire, hein. C'est un jeu de mots exprès, mais bon. Ouais, c'est avec lui que c'est avec lui. C'est avec lui que je suis en affrontement direct. Et qu'est-ce que vous lui dites, là? Ben, là, je pense pas qu'il écoute une aussi bonne radio. Parce que vraiment, il a des mauvaises idées. Voilà. C'est ça que je lui dis. Il a des mauvaises idées. Merci infiniment, Carlos Martins Bilongo, d'avoir accepté cet entretien. Mais je vous souhaite beaucoup de courage. Félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Et à Jackie. très bientôt. Merci pour vos reportages. Merci pour votre expérience que vous mettez toujours au service des populations. Et bon courage à vous et votre radio. Merci. Bon matin Diaspora, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve demain à 6h, heure de Paris. Restez avec nous. L'Afrique d'une seule voix vous accompagne tous les jours.